Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous, d'être nombreux au 0826 300 300 pour réagir à l'actualité, pour nous faire partager votre quotidien et vos remarques. Vous n'hésitez pas, évidemment. Nous allons parler de l'Ukraine, nouvelle frappe de missiles russes ce matin. Volodymyr Zelensky maintient que le missile tombé en Pologne est russe, mais nous allons parler du nerf de la guerre aussi entre l'Ukraine et la Russie. C'est le blé et le maïs, les céréales. Les Russes ont une exceptionnelle récolte de blé à écouler. Le corridor maritime ukrainien a été prolongé de 120 jours. Plus de 10 millions de tonnes de blé sont actuellement stockées dans les ports ukrainiens. Explication avant 11h sur Sud Radio dans Parlons Vrai chez Bourdin. Le blé français, lui, se vend bien. Conséquence aussi de la guerre en Ukraine. Le coût de l'énergie en France. Nous allons en parler parce que la crise est très grave. Vous êtes patron d'une PME ou d'une TPE et vous êtes confronté à des hausses vertigineuses des tarifs de gaz et d'électricité. De nombreux contrats sont en cours de renouvellement. Que faire ? 11h, 12h, nous allons ouvrir le débat, la confrontation autour de la corrida. Faut-il l'interdire, comme le demandent des députés LFI, Europe Écologie Les Verts, mais aussi des députés du Rassemblement National et quelques députés Renaissance. Débat entre 11h et 12h. Qu'en pensez-vous ? Allez-y, vous votez, vous participez 0826 300 300 et vous serez à l'antenne tout à l'heure entre 11h et 12h. Femmes, vie, liberté. La révolte se poursuit en Iran. Au-delà du foulard que les femmes iraniennes ôtent et brûlent, les Iraniens, femmes et hommes, se battent pour leur liberté. Où en est cette révolte ? Si l'on arrête de parler de l'Iran, ce sera un bain de sang, répètent les Iraniens révoltés. En Iran, le régime a déjà condamné à mort 5 manifestants depuis dimanche. Avec nous à 12h10, le chercheur Michel Makinski. Vous êtes sur Sud Radio. Il est 10h32, c'est l'actualité que nous vivons ensemble le matin. Savoir et comprendre. Le blé. Le blé français performe, conséquence de la guerre en Ukraine. Avec nous, Jean-François Loiseau, qui est président d'Intercéréales, l'interprofession des céréales françaises. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Jean-François Loiseau. Mais avant de parler des céréales, je voudrais que nous regardions les dernières informations en provenance d'Ukraine, de la guerre. Les frappes russes, Félix Mathieu, ont repris de plus belle ce matin. Oui, vague massive sur plusieurs régions ukrainiennes. À Dnipro, dans le centre-est, ces frappes ont touché 2 sites d'infrastructure. Une personne blessée, selon la présidence ukrainienne. Du côté de la capitale, Kiev, la défense ukrainienne a abattu 2 missiles de croisière russes. En revanche, près d'Odessa, dans le sud du pays, des infrastructures ont été atteintes, selon les autorités régionales. Pendant ce temps, sur le dossier du missile qui a atterri en Pologne et fait 2 morts avant-hier près de la frontière ukrainienne, Volodymyr Zelensky continue à affirmer qu'il a été tiré, ce missile, par la Russie. Je n'ai aucun doute, ce missile n'était pas à nous, affirme le président ukrainien, seul contre tous sur ce point. Même l'OTAN et Washington accréditent la thèse d'une erreur de parcours d'un missile de la défense anti-aérienne ukrainienne. Zelensky réclame l'accès aux lieux, aux données recueillies par les Occidentaux. Il veut que les experts ukrainiens participent à l'enquête. Malgré tout ça, ce matin, pourtant, l'accord sur les céréales a été prolongé de 120 jours, annonce le gouvernement ukrainien tout à l'heure. Cet accord permet les exportations de céréales ukrainiennes par la mer Noire. L'Ukraine salue un pas important dans la lutte contre la crise alimentaire mondiale. Cet accord, qui devait expirer demain soir, a permis de sortir plus de 11 millions de tonnes des ports ukrainiens en 4 mois. 3 parties impliquées dans cet accord, la Turquie, l'Ukraine et les Nations Unies. Donc poursuite pendant 120 jours. Jean-François Loiseau, quelle est l'importance de cet accord ? Alors, cet accord, il est extrêmement important parce qu'il va permettre à un certain nombre de pays très dépendants donc, de l'alimentation, notamment en céréales, en blé, de pouvoir se fournir. Il ne faut pas oublier que l'Ukraine est le 4e exportateur de blé au monde. C'est un très, très grand pays agricole. C'est un pays qui est aussi grand que la France. Et c'est un pays qui exporte sur pays tiers, c'est-à-dire en dehors de l'Europe, en dehors de ce qu'on pourrait appeler l'Europe pour nous, le double de ce que fait la France.
Donc Voilà. c'est très important d'avoir ces volumes qui sortent d'Ukraine. Voilà, très important, parce que c'est l'autre aspect de la guerre. On ne parle jamais des céréales, et pourtant l'Ukraine est un très gros producteur de blé. Le Russe est le premier exportateur. La Russie est le premier exportateur de blé au monde. Donc on ne parle jamais, et pourtant c'est l'autre aspect de la guerre. Les Russes aussi ont besoin aujourd'hui d'exporter leur blé. Ils ont des réserves considérables. Ah ben écoutez, le blé pour la Russie, je dirais, est quasiment au même niveau stratégique que les énergies, hein, que le pétrole et Voilà. le gaz. Et ça, Vladimir Poutine l'a bien compris. Il achète une forme de bienveillance de certains pays d'Afrique, d'ailleurs, en facilitant ce corridor. Bon, soit dit en passant, le prix, et vous l'avez dit, le prix du blé a énormément monté depuis le 24 février. Et donc, dû à cette guerre, les pays acheteurs, les pays africains et certains pays du Moyen-Orient ont vu leurs factures multipliées par 2, voire 2,5. Comment est-ce que les Russes exportent leur blé aujourd'hui ? Alors, si vous voulez, les Russes exportent beaucoup de blé par le sud, la mer d'Azov. Hein. Il y a un grand port qui s'appelle Rostov. Oui. Et donc, à partir de ce port et de la mer d'Azov, il débouche sur la mer Noire. Alors, avec quelques difficultés parce qu'il y a beaucoup d'encombrements à cause de la guerre. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de bateaux qui peuvent être bombardés. Et ceci, entre autres, explique pourquoi beaucoup de compagnies internationales et beaucoup de compagnies d'assurance sont très fébriles pour aller chercher du blé en Ukraine. On n'assure pas les bateaux parce qu'il y a un risque finalement de torpillage des bateaux, de destruction des bateaux. Donc les Russes, ils sortent par cette voie-là. Ils sortent un petit peu par Saint-Pétersbourg, par le haut, mais les grandes plaines céréalières, si vous voulez, elles sont dans le centre, hein, les fameuses terres noires, elles sont dans le centre et dans le sud de la Russie, dans le prolongement de l'Ukraine. Il faut comprendre ces enjeux qui sont considérables, mais considérables à la fois pour les Ukrainiens, à la fois pour les Russes également. Donc on comprend pourquoi des accords sont trouvés, d'ailleurs, hein, pour que les bateaux puissent circuler dans la mer Noire et exporter le blé ukrainien. De son côté, la Russie a besoin d'accords. Pourquoi ? Parce qu'il faut transporter donc les produits, mais il y a aussi les primes d'assurance qui sont en forte hausse. Il y a des freins bancaires et les Russes ne peuvent pas subir tout cela parce que leur économie est très dépendante. Exactement, leur économie est très dépendante et à cela nous pourrions rajouter évidemment le sujet de l'énergie, du gaz et de ses impacts sur les industries agroalimentaires en Europe et en France. L'augmentation de la facture énergétique en moyenne pour les entreprises dans l'agroalimentaire, mais ça vaut pour beaucoup de secteurs d'activité si vous voulez, c'est de 3 à 8. C'est de 3 à 8. Nous avons nous, dans nos filières, dans celles que je représente, des industries comme celles qui transforment l'orge pour faire du malt, celles qui transforment le blé pour faire de l'amidon, très recherché pour faire des produits, je dirais, non carbonés, et bien des industries qui consomment aujourd'hui 60 à 70% de leur approvisionnement avec du gaz. Et donc, quand les factures augmentent de 5 à 8%, elles explosent et elles ferment les usines. Donc, nous avons besoin d'un accord blé, et c'est normal parce qu'il ne faut pas que le prix du blé explose pour les acheteurs, je dirais, africains, Moyen-Orient, mais même pour les acheteurs de l'Union européenne, parce que je pense qu'il y a des limites à ne pas atteindre. Mais nous avons besoin aussi d'un accord énergie. La guerre, elle est de la faute des Russes, mais il faut quand même privilégier même des circuits économiques, parce que sinon, nos consommateurs citoyens en France et en Europe seront extrêmement pénalisés. Tout le monde y a intérêt, l'Europe occidentale, les pays d'Afrique notamment, et la Russie évidemment. La Russie qui aussi exporte beaucoup d'engrais. Je sais que les terminaux de chargement spécialisés des engrais russes, parce que on utilise de l'ammoniac pour les engrais, eh bien notamment il y a un pipeline qui passe par Odessa, ou aboutit. Non, c'est un pipeline qui aboutit à Odessa. Là aussi, les Russes ont besoin d'exporter les engrais. Oui, mais si vous voulez, Jean-Jacques Bourdin, un petit rappel en arrière, nous sommes mis, nous Français, nous Européens, dans une situation de dépendance qui est incroyable. Quand il y a eu le début de cette guerre, on a quasiment manqué de tout.
parce que nous nous sommes rendus compte que l'Ukraine fabriquait de certaines gommes pour des pneus, certains produits pour l'industrie textile, etc. etc. Et là, nous nous rendons compte que finalement, les grosses industries, l'industrie pétrolière, l'industrie du gaz, alors même s'il faut aller vers de l'économie carbone neutre, verte, et il le faut, mais nous en avons besoin aujourd'hui, nous sommes en totale dépendance. Alors, depuis le début de la guerre, nous allons un peu voir l'Égypte, nous allons voir l'Algérie, alors avec l'Algérie, les relations sont complexes, nous allons voir la Norvège, la Norvège, elle fait le maximum, et puis nous allons aussi de plus en plus vers les États-Unis, avec leur fameux gaz de schiste, gaz liquéfié. Donc, moi je pense qu'il faut combattre la guerre et l'attitude des Russes, mais en même temps, il ne faut pas faire exploser l'économie à cause de décisions qui relèvent de la stratégie. Et tout le monde y a intérêt, je le répète, tout le monde y a intérêt, en Occident comme en Russie. De la même manière, Jean-François Loiseau, je voudrais terminer, et puis je vais prendre Christian, qui est à Toulouse. Je voudrais terminer sur le blé français, les céréales françaises. On exporte et les prix sont... le blé français performe en ce moment. Alors, le blé français, si vous voulez, il a atteint, je dirais, un niveau d'équilibre qui permet un revenu à peu près correct pour un agriculteur la veille de la guerre, autour de Noël de l'année dernière. Et c'est vrai qu'il a explosé depuis le mois de février, parce que guerre, raréfaction, et c'est là qu'on a vu qu'on a besoin de blé dans le monde, parce que à ceux qui pensent qu'il faut décroître et qu'on n'a pas besoin de production parce qu'il y en a assez pour tout le monde, c'est totalement faux. La guerre nous le montre bien. Alors le blé français, il a augmenté, et finalement, c'est tant mieux pour les agriculteurs. Il faut aussi regarder un peu ce que les agriculteurs vivent. Mais par contre, si cela monte très haut, si cela handicape les chaînes alimentaires, parce que vous savez, la grande distribution ne nous fait pas de cadeaux, il ne faut pas l'oublier, et donc in fine, c'est les consommateurs qui payent. Oui, parce que la farine va être plus chère, et le pain plus cher. Oui, un petit peu, pas beaucoup. Mais en même temps, vous l'avez très bien dit, les engrais augmentent, le coût du matériel augmente. Donc, il faut regarder un petit peu le bilan global. Moi, ce que je peux vous dire en 20 secondes, si vous le souhaitez, très vite, c'est que finalement, dans tout ça, nous parlons de souveraineté alimentaire en France. Moi, je veux bien qu'on en parle. Mais si on parle de souveraineté alimentaire, à ce moment-là, il faut un plan stratégique, une vision avec des moyens, de l'innovation, de la finance, des entreprises, des leaders économiques pour faire de la France un grand pays agricole et agroalimentaire, parce que ça, c'est très contributeur de la balance commerciale, et ça favorise des emplois, et ça donne de la sécurité alimentaire. Bien, Christian est à Toulouse. Bonjour Christian, vous êtes agriculteur céréalier. C'est ça. Bonjour Christian. Alors, très bien, le prix du blé monte, mais attention, parce que, par exemple, le prix de l'engrais a été multiplié par 3. Voilà, c'est ça. C'est que pour l'instant, on s'en sort bien, puisqu'on joue sur le fait que les blés ont augmenté. Et maintenant, on a acheté les engrais très chers. Mais la peur que j'ai, moi, dans le futur, c'est que le blé redescende quand le problème ukrainien, russe sera réglé. Mais est-ce que les engrais descendront comme ils étaient? Est-ce que le matériel redescendra à des prix qu'on puisse acheter? Parce que je suis désolé, mais quand on est dans le sud de la Haute-Garonne, dans des zones de coteaux, je ne peux pas rivaliser avec les grandes plaines canadiennes. C'est impossible. Ouais. Alors quand on nous parle de compétitivité mondiale, je veux bien. Mais on nous demande de travailler propre, de laisser des bandes enherbées, de faire ceci, pas de... Oui. Et on va au Canada, eux, ils peuvent se permettre des choses que nous, on ne peut pas se permettre. Et malgré ça, avec le libre-échange, quand on recevra les produits canadiens, même si on y trouve des pesticides, on sera obligé de les prendre. Bon. Donc, moi, je ne sais pas, mais l'alimentation, c'est primordial. Donc, il faudrait une politique qui ne soit pas basée sur la concurrence comme elle l'est, que les consommateurs puissent acheter, que nous, on puisse vivre. Et voilà, on n'a pas les mêmes coûts. On n'a même pas les mêmes coûts d'une commune à l'autre par rapport aux impôts fonciers. Donc voilà, moi je ne sais pas, arrêtons de nous parler de compétitivité quand on ne peut pas l'avoir. Comme pour les entreprises françaises d'ailleurs, avec les charges qui sont par rapport à d'autres entreprises. Comment une entreprise française est compétitive avec une chinoise? Mais, voilà. Bon, Christian, le problème de l'engrais pour l'instant, c'est que les Russes n'arrivent pas à exporter leurs engrais, ou au moins ils en exportent. C'est ce qui fait augmenter les prix. Bien, merci Christian.
Avec plaisir. Merci Christian, merci à vous Jean-François Loiseau. Je voulais aborder... Non, mais je voulais aborder les céréales. Pourquoi ? Parce que c'est un aspect de la guerre entre l'Ukraine et la Russie dont on ne parle jamais, pratiquement jamais. Et pourtant, il est essentiel. Il n'y a pas que la guerre sur le terrain, il y a aussi cette guerre-là qui est une guerre commerciale. Et en fait, tout le monde a intérêt à ce qu'il n'y ait pas trop de freins à l'exportation des céréales, qu'elles soient russes, ukrainiennes. Les pays d'Afrique qui ont intérêt et nous, pays occidentaux aussi. Il est 10h45. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. 11h moins le quart. À tout de suite pour un autre sujet. L'énergie, le coût de l'énergie. Vous êtes patron de PME, TPE. C'est une catastrophe. Pour certains, c'est pire que la crise du Covid. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Oui, parlons vrai. Nous avons parlé des céréales, de l'Ukraine, de la Russie. Il y a un instant, nous parlerons entre 11h et midi de la corrida. Débat, confrontation autour de la corrida. Faut-il l'interdire comme le demandent des députés, les filles, Europe Écologie Les Verts, mais aussi des députés du Rassemblement National et quelques députés Renaissance. Débat donc entre 11h et 12h. Qu'en pensez-vous ? Allez-y, exprimez-vous et vous participerez. 0826 300 300. Bien, nous allons parler de toute autre chose maintenant. J'ai en ligne Laurent Vronsky, qui est directeur d'Hervor, PME industrielle de 50 salariés et secrétaire général de l'association d'entrepreneurs jeunes Croissance Plus. Bonjour Laurent Vronsky. Bonjour monsieur. Bonjour, merci. monsieur. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes patron de PME, vous avez 50 salariés, fabriquez des compresseurs d'air et vous êtes inquiet. Pourquoi ? Vous dites d'ailleurs, cette crise, la crise de l'énergie est plus grave que, pour nous PME, est plus grave que la crise du Covid. Pourquoi ? Bien parce que nos factures d'énergie augmentent d'une manière vertigineuse. Expliquez-nous votre cas. Eh bien, les auditeurs s'en souviendront, quand la crise du Covid est survenue, bien sûr, vous avez des secteurs qui tout de suite ont été impactés, puisqu'en clair, on a demandé à ce que les restaurants, les cafés, les musées, les cinémas ferment. Très, très vite, il y a eu des aides assez ciblées, mais très vite également, le reste de l'économie a recommencé à fonctionner. Alors, en mode dégradé, on ne peut pas dire que ça a été une période de prospérité extraordinaire, mais on a réussi à fonctionner. Là, ce dont il faut se rendre compte, c'est que toutes les entreprises utilisent au moins de l'électricité. Oui. Et vous avez des entreprises comme la nôtre, pour lesquelles les process industriels utilisent aussi bien de l'électricité et du gaz, donc c'est la double peine, et qu'il n'y a pas eu d'augmentation progressive. Quand je dis augmentation progressive, c'est une augmentation à un chiffre. Là, du jour au lendemain, même des entreprises comme les nôtres qui ont des contrats à terme, c'est-à-dire que vous pouvez signer des contrats sur 3 ans, au moment du renouvellement des contrats, on vous a annoncé des chiffres qui donnent mal à la tête à une aspirine. Vous êtes en période de renouvellement du contrat. Absolument, puisqu'on s'approche de la fin de l'année. Donc, c'est le cas de beaucoup d'entreprises. Voilà. Et on vous dit quoi ? Votre fournisseur vous dit quoi ? Alors, notre fournisseur, que je ne vais pas citer, mais qui est une grande entreprise française, un grand fournisseur d'énergie, je peux le dire, c'est Total Energy. Donc, nous avons reçu, c'est la première fois de ma carrière, j'ai 35 ans de carrière dans l'entreprise, c'est la première fois que je reçois un courrier d'un énergéticien avec en recommandé. Donc là, j'ai tout de suite subodoré ce qu'il y avait à l'intérieur. Et là, on nous propose des renouvellements avec des tarifs x 50. Multipliés par 50. Multiplié par 50. Alors, comme je me suis dit, j'ai eu la chance d'avoir des médias qui nous ont donné la parole, j'ai montré le contrat. Même si vous êtes le meilleur gestionnaire du monde, même si vous avez l'entreprise avec le site le plus moderne au monde en termes d'isolation, d'éclairage, etc., vous ne pouvez pas absorber le tel hausse. C'est impossible. Et vous n'êtes pas le seul. On n'est pas le seul. Alors que faire ? Vous savez ce que nous allons faire, Laurent Vronsky ? Nous allons écouter Abel qui nous a appelé. Abel est éleveur de cochons, lui, ça n'a rien à voir. Il est avec votre activité, il est dans les Pyrénées-Orientales, vous êtes en région parisienne. Abel, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes éleveur de cochons et vous aussi, votre contrat s'arrête au 31 décembre et vous cherchez donc un nouveau fournisseur d'électricité car les prix deviennent fous. Oui. Donc j'ai alerté depuis le mois de juin le renouvellement. Oui. Là, on est autour de 500 € le mégawatt. Oui. Alors que je suis aujourd'hui à 56 € le mégawatt. D'accord. Donc on a une multiplication par 10.
Ce qui fait, avec les taxes, on va passer une facture de 20 000 euros par an d'électricité entre 137 et 147 000 suivant les fournisseurs. Ouais, de 20 000 euros à 147 000, quoi. Voilà. Et là, aujourd'hui, le cochon a perdu 20 centimes depuis un mois. Donc on vendait le cochon à 2 euros, on ne le vend plus qu'à 1,80 €. Donc absorber 120 000 ou 120 000 euros, c'est absolument impossible. C'est impossible. C'est impossible. Il va falloir que vous trouviez une solution pour... Ah non, c'est pas moi qui dois trouver la solution. C'est les politiques qui nous ont voté la loi NOTE en 2010, oui. La loi NOM, en 2010, qui ont dit qu'il fallait corréler le prix du gaz l'électricité à celui du gaz, pour suivre l'exemple européen. Donc c'est eux qui doivent régler le problème, c'est qu'il faut qu'on sorte de ce marché. Les Espagnols et les Portugais sont sortis de ce marché, ont eu des augmentations, mais nous... L'électricité nucléaire, elle n'a pas augmenté de 50%, c'est toujours 42 € le mégawatt qui est produit, ou 50 € le mégawatt qui est produit par nos centrales nucléaires et nos centrales hydrauliques. Donc on suit un marché complètement délirant, on va crever. Donc il faut fermer les robinets, ne plus vendre à l'extérieur, garder l'électricité française qui est produite par EDF aux Français, et puis c'est tout. C'est pas dans le sens de l'histoire, on me dira, mais il n'y a que cette solution. Abel, restez avec nous. Laurent Vronsky, est-ce que vous savez, vous êtes responsable de Croissance Plus, combien de PME ou de TPE en France sont confrontés à ce problème de hausse de fin de contrat et de hausse vertigineuse du coût de l'énergie? Écoutez, on n'a pas de recensement précis. On a à peu près entre, je crois, 3,6 et 3,7 millions d'entreprises. Toutes ces entreprises utilisent de l'électricité au moins. Oui. Bon, oui. Donc, je ne sais pas répondre à votre question précisément, mais depuis que j'ai publié mon contrat et que je donne de la voix dans les médias, j'ai eu énormément de gens qui m'ont contacté via les réseaux sociaux pour me demander si moi j'avais une solution. Donc, je pense que ce ne sont pas des cas isolés. Vous voyez, le cas de monsieur est un bon exemple. Je veux dire, ça touche toutes les corporations. Bien sûr. Vous éleviez du cochon, vous fassiez du compresseur, ou que vous soyez même le boulanger du coin. Vous avez un four à pain électrique, vous avez le problème. Alors, que faire? Quelle solution, Laurent Vronsky? Alors écoutez, je vais être, vous m'excuserez, mais je vais être un petit peu provocateur. À chacun son métier. Moi, mon job, c'est de fabriquer des compresseurs. Donc nous avons un gouvernement, nous avons, je dirais, des gens qui sont très haut placés, qui peuvent négocier au niveau européen. C'est leur job. C'est à eux de trouver la solution. Simplement, j'alerte sur le fait qu'à un moment où on parle de réindustrialiser, de sauvegarder le patrimoine industriel, de sauvegarder tout ce qui est ancré dans les territoires, les agriculteurs, etc., là, on est sur une fenêtre qui est très courte. C'est-à-dire que le monde va changer pour nous. Il y a urgence. Le 31 décembre à minuit 1. Donc là, c'est pas je fais un rapport Théodule, c'est pas je fais une concertation qui prend des mois, c'est je trouve une solution concrète pour toutes les entreprises de France avant le 31 décembre. Exactement. Il y a urgence. Et je vais vous dire... Est-ce que vous avez envisagé, et là je m'adresse à Abel comme à vous, Laurent Vronsky, de ne plus payer vos factures? Ah non, pour ma part, moi je crois que je vais attendre le 31 décembre ou le 1er janvier au matin pour demander à la justice, de demander à un électricien de me fournir de l'énergie pour pas que mes cochons meurent. C'est tout. Et après, on discutera avec que la justice nous livre un juste prix de l'électricité. Laurent Vronsky. Je ne vois que cette solution. Laurent Vronsky. Alors moi, je vais vous dire, c'est très simple. Les producteurs d'électricité sont des énormes sociétés, sont des multinationales. Elles ont un pouvoir à ce niveau-là qui est diabolique. C'est-à-dire que du jour au lendemain, elles peuvent vous couper le courant. Donc si vous jouez à ce jeu-là, c'est ce qui va se passer. Je veux dire, à l'instant T, elles peuvent vous couper le courant. Nous, c'est pas possible. Je veux dire que si on n'a plus de courant, on ne sait plus produire. Donc ça n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Eh bien, c'est bien, je suis content de vous donner la parole parce que je sais que vous êtes des dizaines, des centaines, des milliers à vous retrouver dans le cas d'Abel, à vous retrouver comme Laurent Vronsky. On est dans l'industrie, on est dans l'agriculture, confronté à ce problème de facture. Il faut une réponse urgente à cette situation-là. Et j'interpelle le gouvernement ce matin sur Sud Radio. Il faut
une réponse urgente. Merci à tous les deux. Je reviendrai sur le sujet, ne vous inquiétez pas, Abel et Laurent Vronsky, je reviendrai sur ce sujet dans les jours qui viennent. Et nous allons une nouvelle fois interpeller le gouvernement. Il est 10h57. Vous êtes sur Sud Radio. Merci d'être avec nous. La corrida, entre 11h et 12h. Est-ce qu'il faut interdire la corrida? Allez-y, il y a des pour, il y a des contre. Le débat, je sais, est un débat qui est souvent animé. Il le sera avec tous nos invités dans un instant. Et puis, vous intervenez 0826 300 300 pour nous donner votre avis. À tout de suite.